Il est 18h30 sur RCI. L'heure pour nous de retrouver l'info sans langue de bois. Le magazine d'RCI, c'est en compagnie d'Eddy Planté. Rebonsoir Eddy. Rebonsoir David, bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine, l'info sans langue de bois, comme chaque soir avec des invités venus décrypter l'actualité. Ce soir, je reçois Hubert Kiaba, porte-parole du LCDM, le collectif de défense mobile. Bonsoir Hubert Kiaba. Bonsoir Eddy Planté, bonsoir à la Guadeloupe. Je salue également Jean-Claude Christophe, vice-président de la CARL, conseiller municipal de l'opposition du Gosier. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Planté, bonsoir les auditeurs de LCI, bonsoir la Guadeloupe et bonsoir le Gosier. On salue également Joël Sylvestre, conseiller municipal de Bémao. Bonsoir. Auditeurs de RCI de la Guadeloupe. On vous a pas entendu oui, bonsoir. On vous a pas entendu, le micro était fermé. Je ne sais pas, c'est vous qui ouvrez votre micro, monsieur. Allez-y. Vous faites déjà de la censure. Oui, ça m'arrive. Je dis bonsoir à la Guadeloupe, à RCI, à ses auditeurs, voilà. Merci beaucoup, merci d'être là. On va évoquer l'actualité. Depuis ce matin, on l'a annoncé sur RCI, le préfet de région dans ce dossier justement du CIVAD avec ce projet de l'unité de tri et de valorisation, cette usine qu'on attend avec impatience pour la bonne gestion de nos déchets. Alors, le marché a été attribué à une société guadeloupéenne, mais le préfet interpelle dans un courrier justement le président du CIVAD sur les conditions d'attribution de ce marché. Avant de lancer le débat, écoutez le préfet Xavier Lefort ce matin, ce soir, qui a réagi au micro de RCI. L'État ne menace pas à se désengager. L'État trouve que dans ce dossier, on n'a pas forcément tenu compte des remarques et des alertes que l'État, mais aussi la région. Je vous rappelle que la politique des déchets, c'est une politique portée par le Conseil régional. Et donc, on a passé au comité syndical du CIVAD un certain nombre d'alertes ou de recommandations. Ce serait bien qu'on en tienne compte. Et je vais essayer de vous expliquer rapidement, c'est un peu technique. Il y a deux sujets. Il y a une partie technique et une partie financière. La partie technique, c'est qu'aujourd'hui, le projet qui a été retenu par le comité syndical est un projet sur lequel moi j'ai des interrogations sur sa faisabilité technique. Pourquoi ? Parce que notamment, ce que propose le projet, c'est un traitement, c'est une fabrication, vous savez que ça consiste à fabriquer des combustibles solides de récupération qui vont ensuite être valorisés sur le plan énergétique. Le CSR ? Aujourd'hui, ce qu'on appelle le CSR. Aujourd'hui, le projet retenu, il produit beaucoup de CSR. Le deuxième point d'interrogation, c'est que vous savez qu'en matière de financement de ces opérations de tri et de valorisation, c'est essentiellement des fonds européens, donc c'est la région. Mais en matière de subvention, on est très exigeant. Et aujourd'hui, le projet, moi, on a des interrogations et moi, je suis tout à fait disposé à recevoir les équipes du CIVAD, qu'on en rediscute avec les équipes de la région. Il y a une petite alerte, un petit warning sur le fait que, compte tenu du projet, c'est pas du tout une menace, mais que les subventions aujourd'hui sont pas garanties. Voilà pour les explications du préfet qui, je le rappelle, dans un courrier daté du 24 octobre, a alerté le président du CIVAD. Je m'adresse à vous, Jean-Claude Christophe. Vous êtes un élu de la CARL. On sait que Sinoval, justement, a un projet également identique pour une unité de tri et de valorisation des déchets. Comment peut-on arriver à un tel stade de manquement dans un dossier aussi important à 100 millions d'euros quand on entend les explications du préfet? Ouais. La première impression qu'on a, c'est que c'est toujours un peu malheureux de donner aux gens l'impression que les élus sont des magouilleurs. Et ça, c'est extrêmement triste. Et pour l'ensemble des élus, il y en a beaucoup qui se battent dans l'intérêt général et qui ne sont pas obligatoirement au devant de la scène, mais ça renvoie une mauvaise image. Et là encore, il y aurait pu avoir une excuse, entre guillemets, de l'ignorance, du fait qu'on s'est trompé de procédure. La procédure, on la connaît. Maintenant, la procédure, elle est imposée par l'Union européenne concernant le traitement des déchets, concernant l'obligation de trier les déchets et de les revaloriser. Donc, pour moi, ça m'interpelle. Il ne faut pas oublier qu'à la Guadeloupe, nous sommes un archipel. Ça veut dire qu'il y a des problématiques sur les îles des Igades, des Saintes et de Marie-Galante qu'il faut traiter. Mais c'est aussi une problématique qui renvoie
à quelque chose de beaucoup plus important pour moi, c'est le développement économique. Ça veut dire que on met en péril à travers cette volonté là d'imposer quelque chose qui n'est pas dans les normes, un développement économique basé sur la protection de l'environnement, mais aussi sur les problèmes d'hygiène. Ça veut dire que quelque part, on risque de se retrouver avec des déchets ici et là, tandis qu'on engage, pour parler de Sinoval, c'est une initiative effectivement qui a été prise à l'époque par le président de la CNGT, Mme Carabin à l'époque, et celui de la CAL, M. Dupont, pour créer cette unité de proximité, parce qu'effectivement, il y avait des problématiques à l'époque sur la collecte et sur le montant de la tonne de déchets facturés. Donc, pour moi, c'est extrêmement grave. Et j'ai écouté mon ancienne collègue du Conseil régional, Mme Duflo. Je pense que là, il y a lieu de revenir à beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de sérénité pour qu'on puisse d'une part renvoyer notre image des élus, mais aussi notre image de la Guadeloupe, et qu'on puisse considérer que ce qui est prioritaire, c'est l'intérêt général, c'est-à-dire la protection de l'environnement et la protection des vies humaines. Je rappelle que dans ce dossier, c'est la Société caribéenne de recyclage qui a été retenue par le CIVAD. Hubert Kiaba, on risque de prendre du retard sur un tel sujet à enjeu majeur, c'est la gestion des déchets de l'archipel guadeloupéen. On risque de prendre du retard, mais je serais un peu pas de l'avis de M. Christophe. Pour moi, c'est un peu de la démagogie. C'est un peu de la démagogie, parce qu'aujourd'hui, nous entendons le préfet, tant mieux, mais il ne faut pas qu'on oublie que Urbacer, avec ces mêmes personnes de la région, avait un projet de 300 millions en 2015-2013. 300 millions. Et de ce projet-là, où énormément de personnes se sont levées pour dire que non, on être sérieux, eh bien, personne ne voulait rien entendre. Et en réalité, Urbacer est parti avec pratiquement plus de 43 millions pas de subventions, mais de pénalités un peu. Et il a fallu signer un protocole où Civade a payé un peu moins. Par rapport véritablement à tous ces gâchis. Urbacer qui serait conditionnel justement pas loin de la société du délégataire qui a été retenu. Alors, donc c'est pour cela que je dis que c'est de la démagogie. C'est de la démagogie, encore une fois. Et lorsqu'on regarde bien le schéma, alors j'entends Madame Duflo, c'est bien. Lorsqu'on veut, on peut. Mais aujourd'hui, je suis étonné véritablement d'entendre Madame Duflo que maintenant. Et lorsqu'on regarde au niveau du fonctionnement du CIVAD, on doit se poser les vraies questions. On doit se poser les vraies questions. Mais les alertes ne datent pas d'hier. Hein. Mais justement, alors est-ce que le préfet est normalement, il y a au niveau de la préfecture, il doit véritablement alerter lorsque les choses ne sont pas réglo. Et aujourd'hui, mais il doit le faire à tout moment. Parce que lorsque ce projet-là avait été présenté, a été mené par Urbacer et n'a pas été au bout, eh bien, on a dépensé énormément d'argent et que j'ai entendu personne sur cela. Alors aujourd'hui, c'est vrai. Alors on entend encore une fois, donc c'est vrai qu'il y a des failles. Mais on se demande véritablement, est-ce qu'il y a une vraie volonté de régler ce problème-là? Parce que ça fait un moment qu'on parle de déchets, qu'on parle effectivement de tri. Mais où est-ce que vont ce tri-là, ce problème de tri-là? Et lorsqu'on regarde le pourcentage de tri qui est fait dans nos déchets, on se dit qu'il y a un réel problème. Il y a un réel problème qu'on n'arrive pas à solutionner. Joël Sylvestre. Bon, alors écoutez, moi je suis un juriste. Et comme tout juriste, je suis attaché à ce que les choses soient appliquées telles que la loi l'exige. En attendant que nous changions, et c'est en même temps, vous voyez, ce genre de conversation nous ramène toujours au centre d'un débat constant, celui des textes qui nous sont applicables. Et donc de l'évolution, n'est-ce pas, de notre statut. Et vous voyez, tout à l'heure, et je fais une corrélation avec ça, j'entendais tout à l'heure M. Ramassamy et Jean-Yves, c'est ça? Jean-Yves Ramassamy, oui. Se plaindre précisément de la façon dont les chefs d'entreprise sont harcelés par les dettes fiscales et en déduisaient en définitive, en conclusion, qu'il était temps
il le disait avec force, il était temps de faire évoluer, n'est-ce pas, les textes qui ne peuvent donc pas être appliqués comme en France, en Guadeloupe. Donc on arrive maintenant à des évidences. Aujourd'hui, nous sommes devant un code des marchés publics avec ses exigences sous le plan des seuils européens, des exigences européennes. On ne parle plus de mettez derrière la cour à maman. Pour le financement, il faut les respecter. On est sur des bases extrêmement élevées. 100 millions d'euros, c'est pas 2,50 €. Par conséquent, si nous avons accepté de rester dans le cadre dans lequel nous sommes obligés aussi d'en tirer les conséquences logiques, c'est-à-dire l'application stricte du Code des marchés publics, n'est-ce pas, tel que l'Europe l'exige. Parce qu'en définitive, il y a un donnant-donnant, vous faites les choses correctement, en face, vous avez droit à un certain nombre de subventions. Ces subventions, nous en avons besoin dans ce pays-là qui ne produit pas grand-chose. Comme vous le savez, nous n'avons pas de matières premières. Nous avons une qualité des hommes, mais nous n'avons pas de matières premières. Par conséquent, nous ne pouvons pas faire semblant. D'ailleurs, je dis souvent, c'est un juste retour des choses compte tenu de notre passé, de notre histoire. C'est un juste retour des choses qu'on nous subventionne pour un certain nombre de choses. Moi, je n'ai pas honte à récupérer les subventions qui sont, après tout, les subventions qui sont un placement de nos ancêtres. Mais faudrait-il au moins que nous ayons le sérieux de respecter ce que nous n'avons pas rejeté. C'est-à-dire, nous n'avons pas rejeté les textes tels qu'ils étaient parce que nous voulions rester dans le cadre statutaire, n'est-ce pas, et donc législatif dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui, n'est-ce pas, essayer de trouver une cote mal taillée pour faire passer une entreprise guadeloupéenne pour qui j'ai le plus grand respect. Mais hélas, le code est tellement exigeant que vous ne pouvez pas vous permettre, n'est-ce pas, de faire ce que vous voulez. Et je note ici qu'il y a un comité de pilotage technique qui n'a pas été réuni juste avant, qui aurait dû précisément porter au ONU la précision de cette obligation de 2 tiers de tri, n'est-ce pas, et 1 tiers de combustible, de CSR, de déchets brûlés. Enfin, on se retrouve avec 90% de CSR, ce qui revient à dire que c'est en voulant dépolluer, on pollue l'environnement. Donc, on est dans un cercle qui n'est pas vertueux et, par conséquent, vous donnez l'occasion à Bruxelles de vous taper sur les doigts. Est-ce que donc ce genre d'intervention du représentant de l'État, ça discrédite le politique guadeloupéen, la vision politique guadeloupéenne? C'est un peu ça C'est un peu ça, mais ça qu'a discrédité lui aussi. Il faut qu'on arrive, il faut effectivement qu'on se dise aussi les choses. Que je suis sûr que si c'était la société qui avait été retenue et qui vient de là-bas, en partie, ni même réaction là. Et il faut effectivement qu'on soit capable de le dire. Mais c'est vrai aussi que M. Sylvestre a parlé des marchés publics, ni des normes, ni des règles qu'il faut nous respecter. M. Sylvestre, pour aller dans ces communautés d'aglo là, pour autant de gens des bidons passés. Moi, j'ai effectivement participé à une commission d'appel d'offres à la CNBT et en pas las dit comme ça que ces marchés là, justement pour les déchets, t'es qu'à décider avant même que nous réunissons. Et tout côté, ça a passé. Et le problème, véritablement, je nous étonné de voir le préfet là qui a sorti, qui a dit comme ça, mais le préfet là savent. Et moi, qui a dit que ces marchés-là truqués véritablement en matière de déchets. Même bité qui est au niveau du transport et qui n'a pas dit rien. Alors, je a étonné qu'il a sorti parce que son entreprise avait des Guadeloupéens qui autour et qui ni marché là ça, je il a sorti effectivement les règles techniques, les paramètres, les barèmes pour dire qu'on soit tout en sachant que la lettre d'alerte a été envoyée bien avant justement la décision qui a été prise. Hein. Oui, mais attends, l'alerte d'alerte quoi? Parce que les gens savent qu'il y a passé. Lorsque le préfet veut, le préfet peut, mais le préfet là aussi, là, il sait pertinemment que un pays dit que c'est la politique du copain coquin qui a primé en Guadeloupe, lorsque c'est les amis, nous pas attendre ni l'État, ni quoi que ce soit, et en pays, des exemples et des exemples. Alors, je est étonné, et en plus, un grand coup de fracas, et malheureusement, quand Sylvie Duflo a dit, ouais, mais c'est vrai qu'elle préfère, et pourquoi il n'a pas dit ça? Alors, nous, quand parler des fonds européens, mais on a vu que nous avons parlé des fonds européens. Là, vous voyez, tu as fait Bembridge, en parlant, on préfère parler, effectivement, c'est l'utilisation des fonds européens. Et dans tout ça, malversation itanie, tout ça, véritablement, détournement qui fait
monde qui pas fait ça, il doit faire, eh bien, des chefs de service qui mettent dehors la région parce que véritablement, eh bien, l'argent aille autrement. Les ouvriers, effectivement, en pays dit que condamné, mais ils ont imposé à ce que, eh bien, la région t'est remboursée. Monde parti en France pour essayer de trouver, noyer le poisson. Pour monde pas dit rien. Alors, Jordan est donc, vous dites ce soir tous responsables, en fait. Mais bien sûr, oui, aussi bien l'État que c'est lui-là qui a dirigé nous là, parce qu'en pas l'impression qu'il y a une vraie volonté de régler le problème à déchets en Guadeloupe. Jean-Claude Christophe, parlez-nous justement de ce projet de Sinova. Vous avez le projet identique au niveau de la Carle. Est-ce que tout est bien ficelé, tout est bien monté? Vous êtes un bon élève? Je suis planté, je ne suis pas administrateur de... Oui, bien compris, mais vous êtes élu. Je suis élu à donc on a une implication volontariste dans l'organisation. Je crois qu'il y a une volonté de régler le problème et je crois que la structuration de Sinoval qui se fait de façon, j'allais dire, performante, a pour ambition de répondre aux attentes de la population du territoire de la Carle, c'est-à-dire des communes de Gosier, de Sainte-Anne, de Saint-François et de la Désirade. Donc, le respect de la réglementation s'impose de toute manière. La dynamique qui a été mise en place dès le départ, c'est de pouvoir rester dans les normes de ce qui a été demandé. C'est-à-dire nous arrivons aujourd'hui à travers, au regard de la réglementation européenne, il y a des dispositifs à prendre, car la région, c'est elle qui est maître d'œuvre, j'allais dire, de cette affaire-là, est obligée d'accompagner Sinoval et tous les acteurs dans ce domaine-là pour que les problèmes soient pris en compte. Donc moi, sur Sinoval, moi je m'engage ici en disant que véritablement les choses sont engagées. Il peut y avoir des quoi, parce que des fois on a des bennes en panne, on a un certain nombre de choses qui se font, mais qui est lié à la gestion, à la difficulté même de la modernisation des techniques d'attribution de marché. Ça veut dire qu'il y a des petites voies qui ne sont pas prises en compte, etc. Mais il y a une volonté manifeste de régler le problème. Je rappelle que sous le dossier du CIVAD, c'est 130 000 déchets qui doivent être traités par cette 130 000 tonnes. 130 000 tonnes, oui, c'est ça, de déchets qui doivent être traités par ce délégataire. Donc ça concerne Cap Excellence, Marie-Galante et aussi Nord-Bastère et Nord-Bastère et Sud-Bastère. Oui, Joël Sylvestre. Oui, alors tout à l'heure, monsieur Kiaba a énoncé un certain nombre d'éléments. Donc, j'essaie de comprendre. Si j'ai bien compris, j'en déduis que s'il s'agissait de l'autre entreprise franco-française qui avait été retenue, on peut penser, M. Kiaba, que le préfet donc ne serait peut-être pas monté au créneau. Enfin, alors, ce sont les supputations non, mais j'essaie de comprendre, parce qu'au fond... Il a peut-être des éléments. Non, je rappelle pour être précis qu'il y avait deux, effectivement, il y avait deux offres. Il y avait l'offre de la Société caribéenne de recyclage et le groupe Séché Environnement qui reste un très puissant groupe français dans le domaine qui pèse très lourd, plus de 900 millions de chiffre d'affaires. C'est la question que cela m'a qui m'est venue, à savoir est-ce qu'il y aurait définitive, comme il l'a dit que le préfet, il est étonné que le préfet monte au créneau. Parce qu'au moment où on voit que finalement l'attribution concerne une entreprise guadeloupéenne, encore qu'il n'a pas dit que... Pour être honnête, le préfet ne monte pas au créneau parce que c'est une entreprise guadeloupéenne, c'est parce que justement certains critères n'ont pas été respectés dans le 2 tiers. Deux tiers de tri et 1 tiers de CSR. C'est par rapport à ça, c'est pas par rapport à l'identité de la société qui a été... Mais nous qu'à vivre à Sion-Civil, où les choses Kamachi avaient autant d'irrégularités, de malversations. D'accord, mais sur ce dossier, c'est pas étonné. Parce que le problème là, c'est qu'elle a choisi à quel moment pour y faire. Là, il y a fait ces fameux CSDU là à Sainte-Rose. Nous n'avons pas parlé des problèmes, nous n'avons pas parlé effectivement des problèmes de déchets soi-disant ultimes qui étaient de notre contrée. Après ça, nous rendons nous compte qu'il y a un enfouissement qui a fait et jusqu'à maintenant qui a fait. Et c'est ça nous avons dit depuis au départ. Le problème là restait réel.
Après ça, ils nous consacrent bon ben d'accord pour faire nous valider CSDU là, et bien ils font un grand projet vers Ubasser à Gabao 300 millions. Oui. Donc je là nous pas parler de 100 millions et à dans projet là ça, ils viennent mettre un incinérateur où nous t'ai dit que oui, mais quand nous incinérer parce que là nous incinérer ben ni problème. Je là on regarder bien situation à Gabao et le Civad, mais nous un grand culte du sac marin là hein. Et mon parler effectivement de protection de la nature, mon parler véritablement de réserve Ramsar et toutes sortes de bitins, mais jusqu'à maintenant nous en grand culte du sac marin là, eh ben mon pas qu'à respecter non plus, c'est un grand déchet là en décharge publique. On peut aussi donc ce que je dis c'est qu'aujourd'hui on a l'impression que le préfet choisit à qui moment qu'il faut y sortir parce que bitin là tellement ouvert. Donc il y a tellement bitin qu'à passer. Donc il a choisi là pour y passer. C'est ça qu'on a reproché véritablement. C'est bien ça, comprendre. D'accord. Alors, parlons justement de d'économie et aussi de l'actualité sociale. Avant d'évoquer le RPRAC et aussi le dossier de la vie chère, je voudrais revenir sur l'économie guadeloupéenne qui serait au bord du gouffre, au bord de la rupture, notamment le BTP. Il y a une réunion de crise aujourd'hui entre le président de région et aussi les représentants de l'État pour évoquer les difficultés financières et les charges qui asphyxient les entreprises. Visiblement, ça a été réglé d'un coup de baguette magique tout de suite puisque les saisies ont été suspendues et les poursuites pour les chefs d'entreprise, ça a été très vite. Hubert Kiaba, vous êtes étonné ou vous dites dans certains dossiers ça c'est pas aussi rapide? Quelle est votre réaction par rapport à cette réunion de crise aujourd'hui entre les représentants de l'État, la région et les chefs d'entreprise guadeloupéens qui disent être en difficulté? Alors, où sont les politiques? Où sont en capacité des politiques? Grand sens du terme. Hein? Nos députés, nos sénateurs, qui a fait effectivement une loi, qui a écrit, et Jordan nous attend que le préfet la Gavine, elle va un coup de baguette magique, elle va conseil départemental, conseil régional, il a dit bon, ben nous régler le problème socio-économique. Donc, problème là réglé à d'un petit coup de baguette magique. Quand tu bien les savent, moi, c'est pas un dossier qu'en cassure, parce qu'en savent, réalité là, c'est qu'elle bitin la bandé. Bitin l'arrête pour tout le monde et qu'elle bitin là, effectivement, pas qu'à fonctionner comme il se doit aussi ici. Les entreprises sont bouées, effectivement, de charges et, le problème des marges sont là et nous qu'à crier. Mais, où passe l'argent véritablement. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a pas simplement à essayer des pensées en jambes de bois, mais des régler là en profond et nous sommes à dans 40 minutes qui est en train d'exploser. Donc tout le monde voulait véritablement venir mettre un petit réunion comme ça et dit que nous trouvons une solution. Donc ce genre de décision ouvre la porte à d'autres solutions. D'autres mobilisations. Mais il n'y a pas de solution, c'est des cinémas qu'il est en train de faire. Il n'y a pas une solution, monsieur Planté, je suis désolé. Ce ne sont pas des solutions. Oui, mais c'est des mises en pause. Après 3 heures d'échange, les organismes, je précise, après 3 heures d'échange aujourd'hui, les organismes sociaux et fiscaux ont accepté de suspendre les saisies et poursuites. On appelle ça mise en pause. C'est une forme de solution. Oui. Mais est-ce que pour autant, le problème est réglé dans le fond? Car le problème du fond, et c'est ce qu'a dit M. Ramassamy, il a raison. Le problème du fond, c'est celui de la législation qui nous est imposée ici. Parce qu'on parle des sociétés commerciales, moi je suis un libéral, mais les libéraux, nous sommes exactement dans la même situation. Nous sommes écrasés de charges. Et je trouve, pour ceux qui font les efforts, que nous ne sommes pas récompensés de nos efforts parce qu'on a l'impression que c'est une course infinie. Infinie. Vous vous demandez des fois le matin pourquoi vous vous levez. Oui. Alors, donc au fond, M. Ramassamy a dit, c'est la seule chose que j'ai retenue de solide dans son argumentation, c'est de dire à la fin qu'on ne peut pas continuer à appliquer la législation française ici de manière abrupte. C'est-à-dire, nous devons donc par conséquent... Il faut savoir ce qu'on veut. Ah ben voilà, en même temps un pied dedans. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure lorsque nous parlions des déchets et du code des marchés publics. On ne peut pas vouloir être à la fois dedans et dehors, on ne peut pas vouloir être à la fois dans un château et dans une maison en bois, on peut pas. Il faut qu'on fasse un choix. Et c'est ça le problème guadeloupéen, c'est-à-dire nous ne faisons pas des choix, c'est au jour le jour. Et ça, je dis ça d'une manière, de la manière la plus large possible. Mais enfin, il y a quand même des gens qui réfléchissent dans ce pays, et on sait que ailleurs, dans d'autres territoires d'outre-mer, il y a des essais, il y a des gens qui essaient, qui tentent des expériences.
Et je suis étonné que ce pays-là, nous sommes tombés en panne. La voiture est tombée en panne. Et les Martiniquais même sont étonnés que notre voiture soit tombée en panne parce qu'ils étaient considérés auparavant comme les gentils élèves. D'accord. Et aujourd'hui... La voiture est tombée en panne. Je crois, Christophe, est-ce que justement l'élu peut être un bon mécanicien? Écoutez, moi je pense que il faut revenir à une définition basique de l'engagement politique. C'est toute collectivité a pour mission et pour ambition de créer les conditions du développement économique. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est la commande publique qui rythme l'économie, prioritairement vis-à-vis des entreprises. Donc ce qui fait qu'à partir du moment, je prends un exemple, l'État aujourd'hui doit diminuer sa dette. Les collectivités seront ponctionnées d'un certain nombre de milliers d'euros. Une commune à peu près comme vous dites, ça va être aux environs de 500 000 euros. Ça veut dire que la possibilité qu'on a de lancer des marchés va diminuer. La question qu'il faut se poser, est-ce que seule la commande publique peut permettre de dynamiser un territoire? Donc, les investissements qui sont faits par les collectivités, elles doivent avoir pour ambition de créer des conditions d'attractivité des sociétés et des entreprises pour permettre au privé de se développer et générer de l'emploi. Moi, je partage totalement cette idée de M. Sylvain, du collègue, de dire qu'effectivement, il y a beaucoup trop de paperasse. Parce que pour remplir un petit document, la quantité de papier qu'on vous demande, vous n'en finissez pas. Et nous sommes sur un territoire où il y a beaucoup de petites entreprises. Le chef d'entreprise, il n'a pas le temps d'aller s'occuper de ses dossiers, de faire sa comptable, même s'il le confie à un expert comptable, il doit pouvoir collecter ses factures et faire un certain nombre de choses. Donc, il y a une vraie problématique à ce niveau-là aussi. En tout cas, les menaces de blocage des socio-professionnels, ça fait toujours bouger les choses. On l'aura compris. Sur le dossier de la vie chère, évoquons la situation en Martinique avec le ministre des Outre-mer qui est arrivé en Martinique hier, et aussi cette altercation entre le leader du RPRAC et le préfet qui n'est pas passé inaperçu. Ça a été filmé et Jean-Christophe Bouvier est revenu sur les faits qui se sont déroulés à la résidence préfectorale à Fort-de-France. Que vous inspire cette situation tendue avec un conflit également qui s'est transporté dans l'Hexagone? On a vu beaucoup de monde dans les rues à Paris pendant le week-end. Eh bien, Kiaba, vous qui êtes habitué aux mobilisations, que vous inspire justement cette mobilisation de la vie chère qui a débuté en Martinique? Alors, c'est une mobilisation populaire où Mounka souffert, donc Mounka crié, et incontestablement, il fallait qu'on y arrive là. Aujourd'hui, les amis, effectivement, de la Martinique ont décidé de se mettre vent debout. J'entends tellement de choses qui se disent que, ouais, mais ces Tibouga pas capables, ils sont pas représentatifs, et ci et ça. Moi, je trouve que c'est une insulte que, déjà, qu'on ministre Kavin, il pas qu'à recevoir, parce que c'est eux qui posent un problème véritablement de vie chère. Et moun qui dit ça, vrai, c'est parce que véritablement, t'as une mobilisation là, ça, et bien, qui vrai, Jodelan, quand un ministre là, Kavin dit comme ça, que, ouais, il y a 600 000 articles que nous avons fait véritablement, nous allons descendre de 20% si à partir du 1er janvier. Et il presque envie de dire comme ça que si vous avez mal parlé ou alors si vous avez fait manifestation encore en pays vin. Parce que lui, il est en train de dire que ouais, mais en pays, en thé pour recevoir le stock, les Prague, mais comme ils viennent commander à ce qu'on recevoir, donc en cas risqué de ne pas recevoir encore. Mais non, mais arrêtez. Je précise ce soir que le leader du RPRAC, M. Petito, a été interpellé. Mais c'est la pratique véritablement de cet État qu'on dit et qui prouve que son État qui est colonial. On a l'impression que nous avons dans les colonies, la manière dont les choses font, la manière dont les choses fonctionnent. Regarde lorsque nous avons vu Hervé Pinto qui a décidé véritablement de dire qu'il n'y a raison, qu'il y a les décisions du tribunal des Cabaye raison, et malgré ça, on peut même dire qu'il y a en fuite, mais il peut disparaître. Pourquoi? Parce qu'on a un système français qui est très 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 fort dans ça, et là, il faut mettre en pression telle si Petito, est-ce que nous voyons encore? Deuxième bitin, lorsqu'on regarde ici qu'est-ce qui s'est passé, on regarde l'affaire des grands frères, on regarde véritablement ce qui s'est passé ici
on est face à un système colonial et qui sait étendre la mobilisation. Malheureusement, la population n'a pas encore compris qu'il faut nous à 200, 300 000, 400 000 en chemin là, eh bien, pour qu'elle nous voulait décider, elle nous dit que, eh bien, faut que les bitins changent, eh bien, que ça change. Aujourd'hui, moi, je pense que ce mouvement-là méritait et mérite d'être un peu dans toutes les dents pour que ce gouvernement... Pourquoi ça a du mal à prendre ici, en Guadeloupe? C'est pas que ça a du mal à prendre, c'est que, comme je le disais, on est face à un système qui savent éteindre les mouvements, qui savent véritablement... Regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. Eh ben, ils le savent, ils profitent de ça. Les socio-économiques, eh ben, ils disent qu'on sait que, bon, ben, attention, hein, camion, nous, après, nous, avons idée de 3 bitins de Sifada pour nous mettre en chemin là, pour faire la recevoir, ils pas payé, ils disent, bon, ben, tout bitin éteint. Et je là, ils sont contents parce qu'ils ont freiné, et comme tu disais, ils aussi posent. Mais ils aussi posent, mais ils ont rien. Mais il faut démarrer. Eh bien, je pense que obligatoirement, il faut qu'il y ait effectivement ces mouvements populaires pour permettre à ce que ces élus politiques dont parlait M. Christophe tout à l'heure, qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas des tout-puissants et qu'ils ne décident pas et qu'à un moment, il faut effectivement regarder derrière, regarder effectivement ce peuple qui est en train de crever la gueule ouverte. Joël Sylvestre, oui, j'ai envie de rappeler sur mobilisation de la vie chère. Oui, mais permettez-moi de faire un parallèle. Oui. Parce que finalement, on veut toujours trouver que les gens qui font des manifestations ici sont dans l'outrance, ils sont outrecuidants et voilà, ils ne sont pas respectueux. Je rappelle en passant que la Révolution française, le socle de la République, c'est la Révolution française de 1789. Et on a trouvé normal, et d'ailleurs on le fait chaque année, n'est-ce pas, que le peuple se leva, n'est-ce pas, pour dire non au roi. Et non, d'ailleurs, c'était une situation économique et d'ailleurs fiscale qui a conduit à la Révolution française. C'est un impôt de trop, et le peuple a dit, là, cette fois, on peut plus, et là, on vous suit pas, et là, ça a pété. Donc, ça a pété pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on s'en gargarise, et depuis des années, d'ailleurs, hein, depuis le temps, on s'en gargarise chaque année, on fait la fête, le fameux 14 juillet. Donc, il était temps que cette population aussi, et je me rappelle très bien d'un professeur avec qui j'ai travaillé à l'université, je faisais ses travaux dirigés, un ancien président d'université, il me disait, Monsieur Sylvestre, c'est bizarre, hein, c'était un métropolitain, hein, il me disait, Monsieur Sylvestre, c'est bizarre, les gens acceptent tout ici. Et pourtant, ce n'était pas un sans-va-t-en-guerre, hein. Il était étonné de voir cette capacité que nous avions à accepter tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, le peuple se réveille. Les gens veulent bien que les choses évoluent dans un sens. Malheureusement, ça a bien pris en Martinique, ce qui est aussi un sujet d'étonnement, hein, pour beaucoup, parce qu'on se disait habituellement, c'est en Guadeloupe que, n'est-ce pas, les mèches sont allumées, la Martinique suit après. Inversement, la Martinique a lancé les opérations, la Guadeloupe a du mal à suivre. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui font que les gens, au moment où cette situation, j'allais dire, prend de l'ampleur, les gens sont dans une situation exsangue dans les foyers. Et paradoxalement, au lieu de se révolter, ils se résignent. Beaucoup se résignent. Vous avez vu la difficulté que quelques dizaines de gens ont pour manifester ici, et ça ne prend pas de l'ampleur qu'on attend. Et donc, ils attendent qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Il est vrai qu'en Martinique, au début, on n'a pas pris ce mouvement au sérieux. Hein, personne n'a pensé qu'ils allaient prendre autant de force. Ils l'ont pris, ils ont même pu exporter ce mouvement à Paris. Et ça, c'est un mérite extraordinaire. Aujourd'hui, il est temps peut-être de faire taire les divergences entre nous. Parce que nous savons qu'il y a des divergences sur le terrain. Il y a des contradictions, il y a un tel qui ne veut pas avoir un tel, il y a un tel qui ne veut pas avoir un tel. Bon, je crois qu'il faut chercher le fil d'Ariane. Y a-t-il un problème de vie chère, oui ou non? S'il faut que nous défilions, n'est-ce pas, par petits groupes, mais sur la même avenue, faisons-le comme ça, comme pour le 1er mai. Mais on ne peut pas se permettre de voir les choses se faire et que nous puissions dire demain que nous n'avons fait que piquer, j'allais dire, le travail de ce qui s'est fait à côté dans l'île Sœur. Parce que là, il y a vraiment, je vois un sacrifice réel et je vois qu'ici, le sacrifice n'est pas encore accepté par tous. Voilà, même moi que je suis capable de faire ce sacrifice, mais à condition que je vois que ceux qui ont l'habitude de travailler ces sujets-là soient aussi dans la rue et nous montrent. Alors, moi, ce qui me désole, c'est de savoir que dans quelques semaines, je dis, il y aura bien effectivement 200 000 personnes dans la rue. Et vous savez bien pour quelle manifestation. Jean-Claude Christophe. Il ne faut pas
Enfin, j'allais dire, il ne faut pas regarder les choses sur comme si le peuple n'est pas volontaire. Je rappelle que l'LKP a mené un combat pendant une quarantaine de jours. La réflexion, peut-être la question qu'il faudrait se poser, il y a eu la signature d'un accord. Qu'est-ce qui n'a pas été réalisé dans l'accord? Deuxième chose, il faut bien considérer que la problématique de la vie chère, elle est sur tout l'outre-mer. Oui. Elle n'est pas simplement, c'est pas un privilège martiniquais ou guadeloupéen, elle est sur tout l'outre-mer. Deuxième chose, il ne faut pas oublier aussi que l'histoire nous a un peu formaté entre frères et frères un peu ennemis. C'est-à-dire qu'on ne veut pas en même temps aller, mais on a envie d'y aller. Donc, en fait, il y a tout ça qui joue. Mais la question de la vie chère, c'est une question importante. Pourquoi la manifestation de Paris, il y avait autant de monde, a eu autant de succès? C'est qu'à Paris, on retrouve des Rayonnais, des Polynésiens, des Calédoniens, des Guyanais, etc. Tout l'outre-mer. Tout l'outre-mer. Donc on subit les mêmes problématiques. Donc aujourd'hui, s'il y a un dénominateur commun, c'est bien la problématique des marges sur les importations. Et c'est ça qu'il faut regarder et pas autre chose. Voilà. Alors oui, mais en disant ça, je suis désolé, chers collègues, mais en disant ça, on entend, mais c'est un constat. On le sait, c'est la question des marges et de la non-transparence de ces marges. On le sait. Maintenant, il faut bien un élément déclencheur. Parce que je crois savoir qu'il y a déjà eu, vous l'avez dit vous-même, tu l'as dit toi-même, qu'il y a eu le LKP en 2009. Il y a déjà eu entre-temps d'autres réunions intermédiaires à des moments différents. Et on n'a toujours pas cette transparence-là. Alors maintenant, que la population en Martinique montre l'exemple pour aller dans la rue et exiger cette transparence-là, ben on peut lui être gré. Est-ce que nous sommes capables de venir exiger? On n'a pas dit casser, parce que le Airpact n'a jamais dit il y a toujours des voyous partout. Mais est-ce qu'on a le droit d'exiger cette transparence? Est-ce que d'ailleurs, si les choses étaient aussi simples, on serait obligé d'exiger cette transparence? Je pense que les interlocuteurs, ceux qui ont ce pouvoir économique-là, auraient dû faire montre de transparence d'emblée. Ils ne le font pas. Et c'est pour cela qu'il y a cette exigence qui est un peu forte dans la rue. Ok? Il ne faut pas faire semblant. Si il n'y aurait jamais de Airpact, si après une discussion sérieuse, les gens disaient, voilà ce que nous faisons. Et voilà comment nous le faisons. Mais à partir du moment où vous restez dans le secret par rapport à tout cela, nous savons très bien, en réalité, lorsqu'on sait faire des calculs, que les marges continuent à rester énormes. On le sait. Et que les gens ne veulent pas perdre beaucoup. C'est sûr, laisse-moi le dire. Oui. Mais j'ai commencé mes propos en disant, on a signé, pourquoi ça n'a pas marché? Eh bien justement, tu mets le doigt sur quelque chose. Tout le monde n'a pas signé. C'est que l'élément de contrôle, les éléments de contrôle, que ce soit par l'État, que ce soit par le département, que ce soit par la région, les organismes de contrôle n'ont pas fonctionné. Donc c'est ça la problématique. Ça veut dire aujourd'hui, le combat qu'il y a à mener, c'est pas obligatoirement, à mon point de vue, tout le monde dira on va diminuer les prix, on l'a eu. On a eu le panier, on a eu toute espèce de prix. Mais on sait aussi à l'intérieur que les produits seront de moins bonne qualité, etc. Mais c'est l'État qui doit faire le contrôle sur les marges. Et c'est ça qui ne se fait pas. Et c'est ça la vraie question. C'est pas une question de quoi que ce soit, c'est ça la question. C'est ce que dit M. Kiaba, alors. Donc, la portée de l'eau au moulin de Kiaba. Non, mais c'est pas une question de porter de l'eau au moulin de qui que ce soit. C'est une réalité quand on analyse les choses. Donc le préfet parle quand il a envie. On est d'accord sur ça. Non, on est d'accord. Il intervient quand il veut. Alors, et la question, elle est là. Alors c'est vrai qu'il vraiment désolé, moi, et c'est pour cela que moi, contrairement peut-être aux amis, que je ne vais pas dire que ça a du mal à partir ici. Malheureusement, à la Martinique, moi, je pense qu'il y a des choses véritablement qui sont dites et qu'on doit tirer vraiment le chapeau même pour ce combat populaire.
Et en Guadeloupe, pourquoi ça peut prendre? Parce que peut-être que nous, pas peut-être, hein, nous prendre temps, parce que ni des bitins, qu'il faut dire, qu'il n'y a pas tout bitin qui a dans le mouvement populaire ou qui est bon, ou alors qui ni ces bonnes solutions là. On va prendre un exemple. On y par exemple à peu près 6 ou 7 000 personnes qui 2 ou 3 personnes à yacht, vers des printemps, qui travaillent dans des entreprises, on y peut-être 6 ou peut-être même plus salariés, 6 ou 7 000, 8 000 salariés. D'accord? Je là où vous avez crié, par exemple, le boycott, nous avons fermé, il faut fermer tout ça, il faut faire ça. Quand nous avons fait 8 000 personnes là, ça. Donc, je là, on a pensé que le problème là, ça aussi, il faut nous donner en réponse à ça. Réponse à ça parce que très souvent, ces mêmes militants là qui ont gommé là, eh bien, là où Missy la capacité, il a milité ou bien qu'il a dans le bitin, madame là, lui, il travaille pour Ayot. Soit dans l'entreprise à roue, soit dans l'entreprise à assurance, soit dans l'entreprise à manger, soit dans l'entreprise à commercial, soit dans... Parce que c'est messieurs de tous côtés. En même genre, je là, il faut faire révolution là, ça. Mais en même temps aussi, il faut dire, oui, c'est sûr. Qui alternative que nous prend véritablement à don combat qui permet de faire Guadeloupe à avancer. Faut nous tenir compte de ces salariés là, ça aussi, et des réalités là, ça aussi, pour que nous pas en dit. Et moi, en compte le fait de dire que nous il faut un blocus, nous pas y acheter, pas acheter là. Non. Parce que vous ne pas acheter là, bon, si nous a peut-être qui ni 19 ans, 20 ans, son petit point bitin il travaille, mais au moins il a payé un petit voiture, il a payé un certain nombre de bitins. Ça veut dire que ça il a asphyxié nous et qu'il n'est pas légal, c'est marge là qu'il a fait là. Oui, c'est ça. Et Jodla nous a dit comme ça que il est temps que le peuple là ça nous mette nous debout, pas simplement pour nous dire ça, mais pour que nous puissions faire véritablement, c'est qu'ils respectent nous et que ces messieurs petit à petit, eh bien que nous offrent une autre alternative, une autre façon véritablement de consommer, mais pour ça, mais faut que les élus qui là eh bien, qu'ils permettent véritablement à ce que le peuple-là, eh bien, apprendre à consommer, que le peuple-là ait une autre attitude, les nous entrer dans le centre commercial là, que nous savons qu'il y a une grève IDF, mais nous, quand il remplit congélateur là, et bien, produit que peut-être qu'il y a là qui est parti, et bien, peut-être qu'il y a là qui est gâté. Donc, je dois penser qu'il faut nous dire ça. Et il faut nous aussi dire qu'il y a un réel problème aussi, eh bien, qu'il faut nous régler politique ici, en Guadeloupe. Là où nous avons des gens qui nous ont contesté dans ça, les soi-disant, en pays même crier les indépendantistes, parce que pour moi, c'est pas des indépendants, des pseudo-indépendantistes. Gaïs, ça y a passé véritablement, là, à Cabana Beach. Dans un problème qui a posé assez gestion à littoral en nous, et que là, eh ben, nous avons l'impression que pour le monde pas mouiller, pour le monde ne veut pas mouiller. Alors que nous attendons un premier vice-président de la région, qui met pour lui, qui a vu sorti en ineptie parce que un bouc brûlé, un petit bouc brûlé en bitin, qui a dit ouais mais petit bouga ça te travail là, alors que c'est totalement faux. Et Bouga a dit ça dans une heure de grande écoute face à un journaliste qui à aucun moment pas prendre téléphone et puis a écrit pour vérifier. Jodla nous a un problème aussi qui a posé et Jodla ça. Et moi sans craindre Jodla et tu as dit un bitin tout à l'heure là qui c'est totalement vrai. Nous avons l'impression que chaque monde veut faire taille parce que tout le monde paie tout le monde. Et Jodla, ça a posé problème là sans Guadeloupe. Eh bien, le KP ne veut pas faire ça là ne veut pas faire ça là, ça ne veut pas faire ça là. Donc chaque monde veut faire avec eux. Mais Jodla, souffrance là est réelle véritablement. Est réelle. Et si on peut dire ça, nous avons problème notarié, nous avons problème à terrain, nous avons problème à consommation. Et Jodla, pourtant, nous ni Guadeloupe là que nous y est là, et c'est élu là que nous y là. Justement, rapidement. Oui, rapidement. Sur ça qui a dit. Moi, d'accord si on bitait, mais il faut nous voir en profondeur, nous sommes marchés captifs. Nous sommes marchés captifs. C'est-à-dire que si on a un prix, pas ni concurrence, on va retrouver ici, on va trouver les importateurs martiniques, ces mêmes importateurs-là. Donc, au-delà de ça, c'est que nous avons un problème qui est lié à la situation géographique en nous et le fait que nous avons un système d'économie basé exclusivement et prioritairement sur l'économie marchande. Alors, terminons, évoquons rapidement, en parlant d'un sage qui nous a quitté, Félix Aladin Flémin, ancien maire de DR, qui nous a quitté à l'âge de 97 ans. C'est un vide, certains disent que c'est un vide incommensurable. Il a marqué la vie politique, c'est un sage que Christophe, pardon. Est-ce que retenez-vous justement de Félix Aladin Flémin? Moi, je n'ai pas connu. Oui, j'imagine. Je ne l'ai pas connu, mais je connais bien son fils Félix. La dernière fois, Félix Flémin qu'on salue d'ailleurs. On a fait un petit selfie ensemble. Donc, en voyant Fosbaï, et pour toute famille,
mais aussi pour les camarades qui en savent, qui soutiennent mon mouvement-là au Gosier, qui est membre du Parti communiste, c'est-à-dire que toute la famille bordelaise, ici, Gambois, et collègue à moi, Marlène, qui avait moi en Grage, et surtout camarade à moi aussi, Jacques Ancel. Donc, en fait, si un pays bitin, c'est que c'est véritablement des militants pour un idéal, qui pas un idéal personnel, mais son idéal collectif. Et c'est ça qu'a manqué nous, on l'eau en pays là, ça. Oui, donc c'est une perte, c'est une race politique qui disparaît, qui devient de plus en plus rare, Joël Sylvestre. Oui, monsieur Flémin, que j'ai connu de loin. Je connais aussi son fils. On a déjà participé à plusieurs réunions ou plutôt émissions. Je retiens comme ça la vision que j'ai de lui, un homme discret, un homme, un institut. Je crois qu'il était enseignant. Oui. Et donc à l'époque, il faisait partie certainement de la race des enseignants ça rigolait pas. C'était, on travaille dur, on charbonne, et puis on devient un homme, ok, en dépit des difficultés sociales. Et puis il était dans une région qui n'était pas encore à son apogée. Il faut reconnaître qu'à l'époque, quand il est devenu maire, c'était une région qui se cherchait encore et qu'il a contribué à mettre un peu sur les rails avec Madame Jeannie Marc, d'ailleurs, qui était déjà dans son équipe, très jeune aussi, et qui a poursuivi son œuvre. Par conséquent, c'est un homme qui a œuvré pour la Guadeloupe, pour lequel nous n'avons strictement, à mon sens, rien à dire, à redire. Nous le souhaitons bon voyage dans l'au-delà et de la force à la famille. On dira simplement que ce sont des gens exemplaires dont on n'a jamais entendu parler, qu'ils ont détourné dans la caisse, qu'ils ont fait des choses bizarroïdes. Et c'est ça qui est bizarre aujourd'hui, c'est que ça devient aujourd'hui commun, vous voyez, et ce qui n'était pas commun. Alors peut-être c'est la complexité de la législation, peut-être que c'est la force de la tentation des générations nouvelles. En tout cas, ça a été une belle génération. Eh bien, Kiaba. Ouais, mais j'ai juste pensé en Kenny, puis il fait qu'on certain monde hypocrite qui dit même si moi, même si c'est pas un bon bourg, c'était bon bourg moi. On y a pensé pour garçon à Félix, parce que c'est un bourg qui nie des convictions. Mais des fois, quand on dit moi, mais vraiment, là, c'est qu'à puiser force là ça, parce que il sert dans un mouvement, il y a dans une démarche politique, et Bougaka tiennent à garder direction là ça. La même direction. La même direction. Les mêmes réponses. Les mêmes réponses, les mêmes directions, et quel que soit le nombre de monde là qui est à côté à il. Donc, ça a touché moi, et ça a permis moi, effectivement, de moi l'occasion de voir une belle force et de saluer, effectivement, et bien, tout ça que famille là, effectivement, vivent à côté. À grand nombre là ça, et qui mettent garçon là ça sur la terre, et qui en cas de dire comme ça, que c'est qu'il y a une éducation, il y a une éducation quand même pour y rester vertical. Donc c'est ça que a dit, et ça a fait moi penser et fait on butin que il y a un monde que nous perd dans Guadeloupe aussi, qui est un pâté qu'on est beaucoup, mais disparition à permettre moins d'aller chercher, c'est Maurice Condé, et que en cas penser que Guadeloupe était vraiment ni à gagner, à essayer de comprendre pas au coup à Madame Lassa, parce que qui là, et qui véritablement qu'a fait nous poser nous en long interrogation assis on l'a nous sorti canouillé, et véritablement canouillé à citer là ça, et particulièrement en Guadeloupe. La famille beaucoup long. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, pour la qualité de ce magazine, de ces échanges entre vous. Jean-Claude Christophe, vice-président de la CARL, Ibert Kiaba, porte-parole du LCDM, et Joël Sylvestre, conseiller municipal de Bemao. On se retrouve demain.